Miss Parks, are you a witch? Yes, I am. Is there a law against that? Control yourself! Bonsoir, créatures de la nuit, et bienvenue dans le Grim Girls Podcast, l'endroit où on parle de films d'horreur, de personnages féminins et de thématiques liées à celles-ci. Grâce à un petit ciné-club de films d'horreur, j'ai eu le plaisir de redécouvrir un film que j'avais déjà vu plus d'une fois. Et en le revoyant, j'ai été d'autant plus impressionnée par la prouesse technique, visuelle et artistique de ce petit bijou des années 70, qui est devenu un grand classique du genre horrifique et fantastique. Il est question aujourd'hui d'adolescence, de conflits intergénérationnels, de harcèlement et de télékinésie. Tout plein de thématiques qu'on va décortiquer ensemble dans cet épisode sur Carrie au bal du diable. It's the night of the senior prom. The Bates High School gym is alive with excitement. Everybody is there, even Carrie White. The girl no one likes. We're all sorry about this incident, Cassie. It's Carrie! And everyone makes fun of her. Free Carrie! The girl who lives in that creepy house with her crazy mother. Help the sinning woman see the sin of her days and ways. Show her that if she had remained sinless, the curse of blood would never have come on her. The girl with the strange power. If I concentrate hard enough, I can move things. But tonight, no one will laugh at Carrie. If you don't have a date for the prom next Friday, would you like to go with me? She's with the best-looking boy in the senior class. He's trying to trick me again. She'll be voted queen of the prom. You know, I can make sure that you don't hurt Carrie White anymore. For Carrie, it will be a dream come true. For everyone else, it will be a nightmare. Carrie. A new film by Brian De Palma. Based on the chilling bestseller. Starring Sissy Spacek, Piper Laurie, and introducing John Travolta in his first motion picture role. If you have a taste for terror, you have a date with Carrie. Carrie au bal du diable, ou simplement Carrie de son titre original, est un film de 1976 réalisé par Brian De Palma. Une première dans ce podcast, on parle d'un film réalisé par un homme. Comme quoi, ce film a par ailleurs été écrit par Lawrence D. Cohen, qui a par la suite travaillé sur le téléfilm Carrie de 1988, sur le remake de 2013, que personnellement je n'aime pas, mais aussi sur l'épisode 18 de la saison 2 de Riverdale où, surprise surprise, les protagonistes montent une pièce basée sur l'histoire de Carrie. Le petit père a vraiment exploré cette histoire jusqu'au bout. À mentionner aussi, Cohen a bossé sur le script de Hit où ça il est revenu, et de la série des Tommy Knockers. Je me suis dit que c'était pertinent et assez marrant à mentionner parce que, vous le savez sûrement, mais le point commun entre toutes ces œuvres, eh bien c'est Stephen King. Vu que je suis une grande fan du King, je me permets de faire un petit point livre ici qui devrait quand même vous intéresser. Carrie, si vous ne le savez pas, c'est en fait le tout premier roman que Stephen King publie, et pour ça, il faut remercier Tabitha qui est sa femme, car sans elle, on n'aurait peut-être jamais pu découvrir cette histoire, et donc le film de De Palma n'aurait jamais vu le jour. En effet, elle retrouve les quelques premières pages dans une poubelle, et après les avoir lues, elle réussit à convaincre son mari, donc Stephen King, de continuer à écrire jusqu'à ce qu'il n'en fasse pas qu'une histoire courte, mais un roman entier d'environ 200 pages qui lancera sa carrière aux États-Unis, mais aussi à l'international. La raison pour laquelle il avait mis ces pages à la poubelle est qu'il ne se sentait pas vraiment légitime ni à l'aise avec le fait d'écrire l'histoire d'une adolescente en tant qu'homme, en plus d'avoir la certitude que ça ne fonctionnerait tout bonnement jamais, ce qui est une grosse erreur. Tabitha l'a beaucoup conseillé et aiguillé pour l'écriture, et je me demande vraiment ce que ça aurait donné sans elle.
Comme je l'ai dit, on n'aurait sans doute jamais pu la lire. Enfin, en 1974, le roman est publié et encore à ce jour crédité comme l'un des livres ayant popularisé la littérature horrifique à un niveau mainstream. Environ 2 ans plus tard, le roman tombe entre les mains de Brian De Palma, qui est très vite intéressé de l'adapter au cinéma. Quelques mois plus tard, il obtient les droits et le tournage commence avec un très faible budget, mais le film sera largement rentable grâce à l'énorme succès qu'il génère quand il sort enfin au cinéma. Il a presque 50 ans et a, selon moi et d'autres avec qui j'ai pu en parler, très bien vieilli, en plus d'être encore considéré comme un classique du genre et l'une des meilleures adaptations de Stephen King. Et c'est à la fois dire peu et beaucoup, parce qu'entre La Ligne Verte et Maximum Overdrive, le fossé est quand même assez grand. Carrie, c'est aussi le premier livre de cet auteur que j'ai lu. Je me souviens encore d'avoir glissé ma vieille copie des éditions J'ai lu dans mon cartable pour le lire pendant les pauses à l'école. Et quelle claque! Je suis tombée directement amoureuse du style de King, autant de l'horreur et de la tragédie qui sont dans cette histoire, que de la construction de celle-ci, alternée entre narration classique, extraits d'articles scientifiques et de presse, et interviews. Aujourd'hui, j'aime toujours autant le lire, mais je pense que Carrie est l'histoire qui m'a le plus marquée. Je tergiverse un peu depuis tout à l'heure, mais du coup ça parle de quoi, Carrie? J'imagine bien que la plupart qui écoutent actuellement cet épisode connaissent l'histoire, mais juste pour une petite remise en contexte, la vie de Carrie White, ado de 16 ans, est vraiment un cauchemar entre harcèlement à l'école et fanatisme religieux extrême de la part de sa mère, qui impose un climat hyper lourd chez elle. Et puis, un jour, Tommy Ross l'invite au bal de promo. Si elle est d'abord méfiante, terrorisée à l'idée qu'il s'agisse encore d'une blague cruelle, elle finit par accepter. On est donc plongé dans un drame adolescent qui possède une pointe de fantastique avec les pouvoirs de télékinésie de Carrie qui s'éveillent tout au long du film pour atteindre l'horreur véritable dans le dernier acte, un déchaînement vengeur qui fait plaisir autant qu'il attriste. Parce que oui, malgré les quelques moments légers et même assez drôles, on assiste à une véritable tragédie qui, j'avoue, me donne envie de pleurer rien que d'y penser. Bah oui quoi, moi j'ai juste envie de faire un gros câlin à Carrie, de lui dire que ça va aller, et puis d'aller péter les genoux à ses bullies. Ce film est terriblement humain et offre une vision brutale sur les conséquences du harcèlement ainsi que de la maltraitance infantile. Oui, je dis infantile parce que à 16 ans, on est encore en soi un enfant, s'il faut le rappeler. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a plusieurs thématiques abordées dans ce film dont j'aimerais vous parler. Ne m'en voulez pas si la book nerd qui est en moi reprend le dessus à certains moments et vous parle du livre. Oui, je peux être le genre de personne qui saoule les autres avec les commentaires du genre « Oui, mais alors, dans le livre, en fait, ça se passe pas comme ça. » Promis, je ne spoilerai pas trop le livre pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu. Et puis ici, on est surtout là pour parler ciné. C'est parti donc pour parler de Carrie au bal du diable. Sorry, Cassie. We're all sorry, Cassie. Trust me, Carrie. You can trust me. Trust me, Carrie. You can trust me. Trust me, Carrie. You can trust me. Évidemment, Carrie, c'est avant tout un drame horrifique sur l'adolescence. On va explorer toute la partie sur la socialisation et sur le harcèlement juste après, mais d'abord je voulais un peu me concentrer sur le point qui est le plus évident ici, c'est-à-dire le monstre féminin, ou plus particulièrement l'adolescence monstrueuse. On a déjà parlé d'une des figures les plus emblématiques de ce type de personnage dans l'épisode sur Jennifer's Body, et croyez-moi, ce ne sera pas la dernière fois que vous en entendrez parler. Le concept de monstruosité féminine ne vient pas de moi, mais il revient à la professeure et autrice Barbara Creed qui publie un livre sur le sujet en 1993. Depuis, énormément d'articles en théorie filmique sont sortis, analysant plein de films et de personnages horrifiques pour notre plus grand plaisir. À l'origine, Creed part du principe que le monstre féminin n'est pas forcément féministe et incarne généralement une peur des femmes entreprenantes, fortes, indépendantes ou même actives sexuellement. Alors, cette lecture, elle date un peu du début des années 90, comme je l'ai dit, et depuis, beaucoup de films sont sortis et challenge cette façon de penser. Mais quand Creed publie cette idée, le film de De Palma, il est déjà sorti. Est-ce que ça s'applique donc ici? Personnellement, je ne trouve pas, parce qu'on est ici dans un film qui va présenter une histoire du point de vue du personnage féminin qui est la menace
de fin du film, ça c'est vrai, et que tout au long du film, on va suivre ce qui se passe sous l'angle de ses expériences à elle, expériences psychologiques, physiques et corporelles. Tout commence littéralement par le sang, lorsque Carrie a ses premières règles. Dans notre société occidentale, les règles ont toute une symbolique. Quand tu les as enfin, tu es officiellement une femme, en gros. C'est d'ailleurs après cet incident qu'on est témoin des pouvoirs télékinétiques de Carrie. Dans le livre, ses pouvoirs se manifestent plus ou moins avant ses règles. Enfin, en tout cas, il se passe des choses étranges avant qu'elles soient réglées pour la première fois. Mais on va admettre ici que cette télékinésie, elle va se faire beaucoup plus présente à partir du moment où Carrie, elle entre définitivement dans l'un des stades les plus, entre guillemets, symboliques de la puberté pour une fille. À mon sens, on peut alors facilement rapprocher ses pouvoirs surnaturels et donc, quelque part, sa part monstrueuse, au changement de son corps et de son être par la puberté, qui peut justement être très traumatique et difficile à vivre, surtout quand elle n'est pas au courant de ce qui se passe. Ces pouvoirs vont se manifester à des moments de forte émotion, comme quelque chose qu'elle contrôle à peine, sauf quand elle sera face à sa mère qui l'interdise de sortir au bal de promo du lycée. Ce sont d'ailleurs des moments hyper importants pour son personnage où elle s'affirme devant la figure d'autorité parentale qui lui a inculqué des principes avec lesquels elle n'est vraiment plus d'accord. Elle teste les limites, elle veut les bouger et c'est normal. À l'adolescence, on veut s'affirmer en tant que personne indépendante de ses parents, ce qui est un gros point du film. On veut découvrir le monde, et son corps aussi, de sa propre façon, et pour Carrie, ça commence notamment avec le bal, qui est l'une des premières fois où elle sort de la maison, autre que pour aller à l'école ou autre sortie vraiment obligatoire. Tell that boy you're not going or we're going to move from here. No, we'll move from here and you'll never see that boy again. Lorraine's coming in. Mom, please say something. Let's close the window. Mom, I'll get him. Please say talk to me. I'm going, Mama. Things are gonna change around here. C'est aussi la première fois qu'elle affirme vraiment ses choix devant sa mère. On est du coup face à un coming of age où l'adolescente veut être perçue comme normale, tout en possédant ses pouvoirs et donc sa propre identité et ses propres désirs. Ces pouvoirs, ils explosent lors de l'ultime trahison au bal, où elle sera humiliée devant tout le monde. C'est là que sa colère échappe à son contrôle et où elle réduit tout en cendres. Certaines analyses rapprochent la fin destructrice de cette histoire au danger que représenteraient les jeunes femmes et leurs désirs lorsqu'ils ne sont pas contrôlés. Je comprends cette analogie parce que, effectivement, et d'ailleurs King le dit lui-même, à la fin, Carrie, elle représente la femme vengeresse, qui est en soi une menace pour les hommes. Pourtant, il n'y a pas que ça dans cette histoire. Moi, j'y vois aussi, et avant tout, une jeune femme qui finit par laisser la rage la consumer face à une société qui continue de la rejeter, elle et sa propre identité, mais aussi elle et son propre corps. Par exemple, un exemple qui est, je trouve, assez frappant, c'est la scène qui commence tout, donc la scène dans les douches du lycée. Lorsque Carrie a ses règles, devant tout le monde, les autres filles se moquent d'elle. Pire, elles réagissent avec dégoût, comme si le sang menstruel, qui est pourtant naturel, reste immonde et à cacher, avec l'écho de la fameuse phrase « plug it up » qui est traduite par « mets-y un bouchon », en gros. Ce moment traumatisant lui sera rappelé à la fin du film par Chris qui déverse du sang de porc sur elle après qu'elle soit montée sur scène, un message clair sur la saleté du sang que Carrie a exposé aux autres. Go home. Take care of yourself, Cassie. We're all very sorry about this incident. It's Carrie. Thank you. Would you like to go to the infirmary? Lie down for a while. I think Carrie can go home. Would you like a ride? We could call you a cab. I'm sure she can walk home. And Carrie, you're dismissed from gym for a week. Just take study hall instead, okay? We're all sorry about this incident, Cassie. It's Carrie! En tant que personne ayant été légèrement harcelée à l'école et me considérant un peu comme une outsider,
Voir Carrie prendre sa vengeance sur toutes les personnes qui se sont moquées d'elle, ça m'a vraiment fait du bien. C'est aussi en soi un propos du film. Et si une jeune femme avait ces pouvoirs-là? Et si elle était poussée à bout? Qu'est-ce qui se passerait? Alors oui, le harcèlement n'est pas forcément qu'une affaire de genre, mais je trouve qu'il s'agit d'un gros point du film et de l'histoire qu'il ne faut pas ignorer. Cette partie, elle ira sûrement un peu plus vite, mais quand même, il y a 2-3 trucs à dire d'intéressant. L'un des espaces de socialisation les plus importants pour les adolescents et adolescentes, c'est l'école. À l'âge où on se construit identitairement parlant, on va généralement avoir tendance à vouloir copier les autres, à rentrer dans le rang et être dans la norme parce que, comme un miroir de toute notre société, ce qui n'est pas dans la norme, il est ostracisé, moqué, voire même discriminé. J'aimerais être d'accord avec le fait qu'il y a une évolution de ce côté-là, mais on est encore très loin de l'absence de discrimination malheureusement. Carrie est vue comme bizarre, déjà parce que sa mère est connue dans la ville comme une espèce d'allumé chelou, mais aussi parce qu'elle ne prend pas vraiment soin de son apparence et de manière générale, elle cherche à ne pas être vue, presque même à disparaître. C'est super triste, mais c'est bien ça qui va faire qu'elle est mise à l'écart et harcelée. Pour moi, l'un des messages du film se situe clairement ici. Il y a un gros manque de soutien pour Carrie, entre sa mère qui ne l'écoute pas et ne fait que la juger sans l'inviter à parler de son état mental, et le système scolaire qui ne fait rien, voire en tout cas pas grand-chose pour l'aider. On se retrouve avec une adolescente qui est très seule, qui n'a personne à qui parler et donc fatalement qui peut sombrer bien plus facilement. Le directeur de son école ne prend pas la peine de retenir son prénom, même s'il lui a été rappelé 3 secondes avant. Ce n'est que la prof de gym, Miss Collins, qui s'appelle Desjardins dans le livre, qui punit les bullies de Carrie, et encore, la punition est à mon avis assez légère. D'ailleurs, ce n'est pas au final celle que l'aurait voulu leur donner. Il y a bien quelques belles scènes où cette prof montre de la compassion, de l'écoute et du soutien, mais ce soutien, il arrive trop tard et il est tout de même empreint de quelque chose de dérangeant. Notamment le fait qu'elle gifle Carrie ou qu'elle se sente elle-même dégoûtée à la vue du sang de règle de l'adolescente. Bref, ce film montre bien les conséquences d'un système qui reste dans la presque inaction face à la détresse grandissante d'une jeune femme, à la fois harcelée à l'école et maltraitée à la maison. Ensuite, il fallait forcément que je vous parle un peu de la relation entre Carrie et sa mère Margaret. Si on reprend les schémas classiques, Margaret White, elle représente l'antagoniste, celle qui empêche Carrie de se découvrir, de grandir et à terme de vivre. On ne connaît pas grand-chose sur elle. Elle incarne vraiment l'archétype du personnage religieux à outrance. Ses lignes de dialogue ne tournent qu'autour de ses croyances et elle passe son temps à sermonner Carrie. And God made Eve from the rib of Adam. And Eve was weak and loosed the raven on the world. And the raven was called sin. Say it. The raven was called sin. Why didn't you tell me, Mama? Say it. No. The raven was called sin. Ooh, Mama, and the raven was called sin. And first sin was intercourse. First sin was intercourse. I didn't sin, Mama. No, say it. I didn't sin, Mama. First sin was intercourse. First sin was intercourse. First sin was And the intercourse. first sin was intercourse, Mama. I was so scared. I thought I was dying. And the girls, they all laughed at me and threw things at me, And Mama. Eve was weak. Say it. No, Mama. Eve was weak. No. Eve was weak. No. Eve was weak. Say it. No, Mama. Mama. Say it. Eve was weak. Eve was weak. Dans ses discours, on voit vraiment la sexualisation du corps féminin dès qu'il entre dans la puberté. Les changements du corps qui sont en soi normaux et naturels sont directement diabolisés, comme par exemple lorsqu'elle apprend que Carrie a eu ses règles, elle l'accuse directement d'avoir péché. Encore un exemple, elle appelle les seins des coussins sales, dirty pillows en anglais. Je me souviens d'une scène du livre notamment, où une voisine se fait bronzer seins nus dans son jardin et est tout de suite insultée par Margaret, comme si le simple fait pour une femme de montrer sa poitrine, c'était un crime. C'est quand même un discours assez triste à entendre, d'autant plus de la bouche d'une femme avec laquelle on voudrait quand même un peu de sororité, quoi, dans un monde qui nous oppresse et qui nous juge déjà assez. I can see your dirty pillows. Everyone will. Breasts, Mama. They're called breasts. And every woman has them. Il y a également un discours sous-jacent qui blâme les femmes pour des agressions sexuelles qu'elles subissent, comme si elles l'avaient bien cherché, car elles n'avaient pas à se dénuder, à fréquenter des garçons, à montrer leur corps, même s'il s'agit littéralement seulement de bras ou de jambes nues. Un petit détail d'ailleurs que je n'avais jamais vraiment noté jusqu'à mon dernier visionnage,
Lorsque sa mère rentre à la maison, Carrie elle va vite enfiler un gilet pour couvrir ses bras nus. Ça se passe au début du film, après que Carrie soit rentrée chez elle après qu'elle ait été réglée. Un détail qui, je trouve, dit vraiment énormément. On assiste donc à une jeune femme qui commence tout juste à s'intéresser au sexe opposé, à l'amour et au corps, contre une femme qui diabolise ses intérêts. Ce film montre de façon assez frontale la maltraitance infantile, c'est-à-dire les violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques, subies par un enfant. Et ces scènes, elles sont assez difficiles à regarder tant on est en empathie avec Carrie. Encore une fois, j'ai juste envie de lui faire un gros câlin. Les conséquences de tout ça, c'est que Carrie, elle ne prend pas vraiment connaissance de son corps. C'est sa prof qui lui explique ce que sont ses règles, et on imagine la puberté de manière générale. Elle sera malheureusement forcée à rester une enfant, pour toujours, à cause de sa mère qui ne l'aura pas laissé partir. Je trouve cette dualité intéressante, mais en même temps, j'ai quand même un petit regret parce que je trouve que Margaret White, elle reste seulement un archétype. On connaît pas trop son passé ou ses motivations, seulement qu'elle a l'air de culpabiliser d'avoir eu des rapports sexuels et d'avoir enfanté. Le film pointe implicitement ses croyances obsessionnelles comme responsables, et c'est tout. Il n'y a rien d'autre à ce personnage. Alors oui, ça fait qu'elle est terrifiante et menaçante, mais niveau écriture de personnage, on n'est pas forcément au mieux. Ça enlève une profondeur et une complexité à la relation entre elle et Carrie. Après, je pense que le but du film, c'était pas non plus d'aller plus loin avec Margaret, mais surtout de montrer toutes ces différentes forces antagonistes qui suffoquent Carrie et qui l'empêchent d'être à l'aise dans son corps et dans sa tête. Enfin, je ne pouvais pas parler de ce film sans mentionner brièvement sa forme. Je l'ai revu récemment grâce à The Horror Film Club, un club où on débriefe ensemble sur des films d'horreur, et j'ai été plus que jamais bluffée par le visuel. La mise en scène est tellement bien travaillée, les couleurs, le montage, oh là là, le split screen de la fin, mais quelle beauté. Il y a plein de plans que j'aime beaucoup, qui sont super bien pensés et travaillés, qui donnent le tournis parfois, mais qui retranscrivent très bien l'ambiance de chaque scène. Et alors la musique, mais tellement envoûtante que j'écoute encore et que je trouve tellement belle. Je ne vais pas m'étendre plus sur la forme, je pense que ça s'entend que j'aime tout particulièrement ce film. Je trouve qu'il est très bien ficelé, que le casting est au top, et pour moi c'est vraiment l'une des meilleures adaptations de mon auteur doudou. Il y a, comme on a pu le voir, pas mal de thèmes soulevés dans Carrie, qui montrent à quel point l'adolescence peut être difficile et traumatique, et que souvent notre plus grand ennemi, c'est les autres qui nous jugent au lieu d'essayer de nous comprendre. Je voulais terminer cet épisode en rappelant quelques numéros de téléphone liés à la maltraitance infantile, qui est quand même un sujet difficile et qui malheureusement est encore d'actualité. Si vous êtes en Belgique, le 103 est un numéro d'appel pour enfants et adolescents qui ont besoin de parler si ils ou elles ne vont pas bien ou se sentent en danger. Ça englobe aussi les situations de harcèlement, si ces personnes n'ont pas l'impression d'avoir quelqu'un de proche à qui parler. En France, vous pouvez appeler le 119 pour la protection d'enfants en danger ou à risque de l'être. Ce sont des services qui sont là pour aider et pour écouter. N'hésitez vraiment jamais à appeler à l'aide. Et voilà mes chers ghouls, la fin de cet épisode est peut-être un peu sombre, mais je trouvais important de faire passer ce petit message. J'espère que vous prenez toutes et tous soin de vous. Je suis assez contente de cet épisode, je vous avoue. J'espère que vous l'avez apprécié aussi. Je voulais aussi vous remercier de prendre le temps d'écouter ce podcast. Ça me fait super plaisir de vous partager tout ça et de voir vos retours. Vraiment, merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines, du coup, pour un prochain film. Je ne vous dis pas lequel, ce sera la petite surprise. À bientôt.